Merci Virginie, merci à toutes celles et ceux qui sont encore parmi nous, malgré l'heure qui avance. On va essayer d'être le plus bref possible pour vous donner quelques éléments de réponse sur comment est-ce qu'on peut aujourd'hui indiquer, répondre à la question du lecteur qui se demande s'il pourra lire ce livre. Et s'il pourra lire ce livre aisément et rapidement, s'il pourra rapidement identifier les livres qui vont correspondre à ses besoins. La slide qui est à l'écran propose une image qu'on pourrait considérer comme décorative, mais que je vais très brièvement décrire. On a donc une personne en costume qui se gratte la tête en regardant un livre. On pourrait interpréter là, en fonction du contexte, différentes raisons pour lesquelles il se gratte la tête. Moi, je pense qu'il a des problèmes pour décrypter le livre. Si vous cherchez des informations sur ce que je vais vous raconter, un seul point de référence, c'est le site lina25.fr qui a déjà été évoqué et sur lequel nous essayons de regrouper tout ce que nous produisons. Je vais vous présenter un petit peu comment à EDR Lab nous avons travaillé le sujet et puis ensuite Stéphane vous indiquera comment est-ce que ils se sont emparés du sujet chez Tite-Livre. Donc, je m'appelle Gauthier Chomel, je suis responsable de projet livre numérique et accessibilité pour EDR Lab, le laboratoire européen pour la lecture numérique. Vous le savez déjà, mais c'est bien de le rappeler, nous sommes une association professionnelle, nous produisons des logiciels libres et des standards ouverts pour le secteur de l'édition dans le monde entier. Certains livres sont invisibles. Ça arrive quand on cherche un livre de tomber sur une référence où on n'a pas de couverture, on n'a pas d'information. Ici, une capture d'écran sur un site de commerce grand public sur lequel on trouve malheureusement d'assez mauvaises fiches livres parfois. On tombe sur ici une fiche livre où on n'a strictement aucune information et on sait tous que personne n'achète un livre sans couverture. Ce dont on se rend moins compte quand on arrive sur ces fiches livres-là, c'est que même si la couverture est présente, il y a des besoins qui sont invisibles. Ici, la fiche livre présentée dans Thorium, qui a été la première mise en application de cette question du signalement, de comment est-ce qu'on affiche l'information d'accessibilité d'un livre numérique. Ici, un livre pour lequel on n'a pas de titre, mais on a surtout l'indication qu'aucune information d'accessibilité n'est disponible. Pour certains lecteurs, la question qui va se poser ici, c'est pas de savoir quelle est la couverture, est-ce qu'elle est jolie ou pas, c'est plutôt est-ce que je vais pouvoir lire ce livre avec les oreilles ou avec les doigts. Il y a eu des pionniers. Quand on a commencé à travailler sur le sujet, on a recensé un petit peu ce qu'on voyait. On a trouvé que deux marques, Ipagine, la Fondazione Elia en Italie, Nels au Canada et Benetech proposaient déjà des affichages de ces informations. En faisant cette slide, je me suis rendu compte que sur 5 pionniers, 4 sont des membres d'EDR Lab. Et je ne sais pas quelle est la relation de cause à effet. Malheureusement, l'expérience utilisateur de ces pionniers se résume de façon aléatoire. Le problème, c'est que personne parmi vous ne veut se promener avec un adaptateur secteur pour chaque prise. On a besoin de normaliser, de standardiser tout ça. C'est ce qui a amené le W3C, à partir de 2021, à produire un guide d'expérience utilisateur en anglais, qui est la version actuellement disponible, pour donner des règles standards pour cet affichage. Cette recommandation, elle a été mise en œuvre et là on a un diagramme en pieuvre où on voit bien en tête de pieuvre la recommandation et puis chacune des tentacules est représentée par un pays qui a pu mettre en œuvre un projet. Donc nous avons fait ce travail en France, la Fondation Elia a fait ce travail en Italie. Le travail a été fait au Canada à travers 2 acteurs, donc 2 marques, bien entendu, mais aussi les libraires.ca. Ça a été travaillé en Allemagne par Boston Verein. Et il y a sans doute des
tentacule un petit peu perdu au milieu, dont on n'a pas eu le traçage, mais on a fait ce qu'on a pu pour essayer de ramener tout le monde à la tête de la pieuvre et que tous les retours de ces expériences reviennent à la recommandation du W3C. Là aussi, sur 6 acteurs, on en a, hormis EDR-Lab, on en a 4 qui sont des membres de EDR-Lab. Je ne sais toujours pas quelle est la relation de cause à effet. En France, plus spécifiquement, le projet s'étend de 2020 à 2024. C'est une mission qui nous a été confiée par le comité de pilotage interministériel et pour laquelle on a un financement du ministère de la Culture. Ça s'inscrit dans le plan stratégique et notamment l'axe 7. Si vous voulez le consulter en entier, il est disponible sur l'INA 25. L'intitulé de cet axe 5, c'est « Signaler les caractéristiques d'accessibilité des livres numériques ». Comment est-ce que nous avons travaillé ? Nous avons ici un diagramme en alambic où on voit que EDR-Lab au centre, à partir du guide du W3C, a mis en œuvre des prototypes. Ces prototypes ont alimenté des ateliers où ont participé une trentaine d'organisations. La liste est toujours disponible sur le site l'INA 25. Ça nous a amené à faire une étude sur le vocabulaire qui a réalimenté notre travail. On a eu une première preuve de concept qui a été effectuée par Kamael sur leslibraires.fr. Et puis on a actuellement une deuxième preuve de concept un petit peu plus poussée qui est portée par TitLive sur le site Ipagine avec un travail avec des panels. Stéphane vous détaillera tout ça. Nous avons donc comme base de travail produit des prototypes et nous avons fait des itérations sur ces prototypes. Nous en sommes actuellement à la 4e itération. C'est du matériel qui est disponible en ligne. Si vous avez envie de les consulter, vous pouvez le faire. La particularité, c'est que comme nous sommes EDR-Lab, nous avons produit ces prototypes sous une licence Creative Commons et nous savons de sources sûres qu'ils ont été réutilisés dans d'autres projets, dans d'autres pays. À partir de ces prototypes, nous avons fait des ateliers. Donc on a eu 54 personnes au total mobilisées qui sont venues nous donner leur avis, avec qui nous avons discuté, qui représentent donc 30 organisations. Nous avons posé 2 questions, 2 axes de travail principaux. Est-ce que les informations sont utiles pour m'aider à choisir un livre, le point de vue de l'utilisateur, mais aussi est-ce que ces informations sont présentes et transférables aux utilisateurs, le point de vue du technicien. Les réactions qu'on a eues, elles étaient assez mauvaises. On nous a dit que le vocabulaire était trop spécialisé, les caractéristiques étaient manquées, l'expérience utilisateur devait être plus inclusive, la formulation générait des malentendus, on n'avait pas détaillé le filtrage, on avait des trous dans Onyx, on n'avait aucune cartographie pour Marc et Unimarc qui sont les référentiels pour les bibliothèques. Ça nous a amené à mener des actions, d'abord des meilleures métadonnées. Nous avons travaillé avec Chris, avec l'éditeur, côté Onyx, mais nous avons aussi travaillé avec epubschema.org, avec Unimarc, avec Marc 21. Aujourd'hui, il y a un projet de cartographie un peu plus détaillé que ce qu'on avait précédemment. On espère que ce sera public bientôt. Nous sommes en train de réécrire le guide d'expérience utilisateur, donc on est sur une version 2.0. On est vraiment sur un 2.0 parce qu'on réécrit tout à partir de 0. L'étude sur le vocabulaire, ça a permis à travers une enquête, des panels et des cas d'usage, vous en avez peut-être entendu parler, c'est peut-être arrivé dans vos boîtes email, ça nous a permis d'interroger le vocabulaire et d'avoir un vocabulaire français. On a eu la question, est-ce qu'on dit recomposable, est-ce qu'on dit réadaptable ? A priori, la formulation qui a retenu le plus de votes parmi les personnes qui ont participé, c'est affichage adaptable. C'est des questions qui pourront et qui devront, à mon avis, être réinterrogées par la suite, mais on avait besoin de passer par cette étape-là. Comme on a construit des études de cas, ça nous a permis de réutiliser ces études de cas pour donner des outils pour ceux qui renseignent les métadonnées. Et nous avons proposé un dictionnaire dans lequel vous avez des conditions, des caractéristiques et le code Onyx correspondant. Donc on va dire que c'est la version compréhensible de la liste Onyx. C'est là pour être réutilisé, c'est là pour être amélioré aussi, et c'est toujours disponible sur l'ina25.fr.
Un des résultats un peu inattendus de nos enquêtes et de notre travail, c'est des utilisateurs qui sont revenus vers nous en nous disant « mais quel plaisir de pouvoir acheter un livre numérique et de le lire quand on le souhaite, sans devoir passer par un processus de transcription long et coûteux. Au moins, on peut lire ce qu'on veut, quand on veut, au même prix que tout le monde. » On s'est rendu compte qu'il y avait aussi, on l'a entendu ce matin, un travail à faire d'information au niveau des lecteurs pour qu'ils sachent qu'est-ce que nous faisons dans nos travaux. Pour 2024, ce projet est, on va dire, un petit peu sur un mode maintenance, mais il continue à travailler. On espère avoir d'autres retours d'expérience et d'autres commentaires. Donc si vous êtes intéressé sur le sujet, n'hésitez pas à venir vers nous et à nous faire des remarques. Ça, c'est toujours pas compréhensible. Ou ça, on pense que c'est pas forcément très intéressant. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça. On espère aussi surtout avoir des implémentations supplémentaires chez des libraires, mais aussi sur des appareils de lecture. Donc on va mettre à jour ce qui est actuellement dans Thorium Reader et ça va être mis à jour de fait dans les autres appareils qui utilisent Ridium. Mais on espère que ça soit propagé au maximum d'appareils de lecture, y compris, ça a été mentionné aussi brièvement ce matin, dans les appareils de lecture spécialisés. Aujourd'hui, est-ce que ce travail-là peut être informé dans un lecteur DAISY, dans une plage braille? Pour nous, ça fait partie du spectre et c'est assez important. Voilà, donc le travail le plus important pour nous actuellement, c'est d'accompagner les implémentations. Et pour avoir une idée de ce qu'est une implémentation, je vais laisser la parole à Stéphane. Merci de votre attention. Donc s'affiche à l'écran une image la fiche d'un livre sur ipagine.fr qui s'appelle « Le mystère des jumelles Barnes », sur lequel un certain nombre de données d'accessibilité sont affichées. Parfois, il y en a moins, mais il y en a quand même. Tu peux passer sur la suivante. Ici, c'est le « que sais-je » sur les personnes en situation de handicap. Et tel qu'il s'affiche actuellement sur ipagine.fr et avec un peu moins de métadonnées d'accessibilité, mais des métadonnées d'accessibilité quand même, qui sont donc envoyées à Ipagine par les PUF via son distributeur numérique ou diffuseur numérique Flammarion, lui-même opéré par Eden, s'appuyant sur une infrastructure de marque. L'idée, c'était de vous partager comment est-ce que Ipagine s'est emparé du sujet et comment est-ce qu'aujourd'hui nous travaillons. Pour ça, je voudrais dire que dès le départ, en fait, dès le début d'Ipagine, on a rencontré des personnes en situation de handicap. Je crois que ce sont les premiers moteurs de la démarche à l'intérieur d'Ipagine. Et si on y réfléchit bien, en fait, les tout premiers, c'était soit des parents, soit des grands-parents. Et c'était juste cette histoire de pouvoir mettre les corps de caractère plus gros. Et puis, toujours en fait en interne d'Ipagine, on s'est mis à discuter avec des conjoints ou des conjointes qui travaillaient dans le milieu du handicap et puis parfois des salariés qui étaient parents d'enfants pour lesquels des questions de handicap se posaient. Et tout ça nous a toujours amené à réfléchir sur le handicap en se disant que on n'en savait pas grand-chose. Et pour reprendre le titre de cette collection, c'est « Que sais-je » ou pour reprendre ce qu'a dit Jacques Semelin tout à l'heure quand il a parlé, qu'est-ce qu'ils en savent ? En fait, ce dont on s'apercevait, c'est qu'on n'en savait rien
des personnes en situation de handicap. Et c'est pour ça qu'on a saisi à chaque fois les occasions de se mettre dans des travaux collectifs. Et force est de constater que presque à chaque fois, en tout cas le plus souvent, c'est EDR Lab qui nous a proposé ces rendez-vous ou ces travaux ou ces rencontres. Je pense que pour ne retenir que deux, je pourrais en citer d'autres, mais c'est EDR Lab qui nous présente Fernando Pinto da Silva, qui va nous amener à aller jusqu'au bout du parcours d'achat et du fait qu'une personne en situation de handicap puisse ajouter au panier, ce qui s'appelle ici télécharger, et ce qui nous amènera à modifier d'ailleurs ce terme. Et puis c'est à nouveau EDR Lab qui nous met dans un POC avec Luc Audrin sur 5 premiers livres en livre de poche dont on affiche les métadonnées d'accessibilité à l'ENSIB. Et c'est toujours ces travaux collectifs qui nous ont, je dirais, obligés d'avoir un rendu, obligés de faire un rapport, obligés d'avancer. Aujourd'hui, quel est l'apport d'Hypagine dans les travaux, dans le travail qu'a cité, qu'a exposé Gauthier? C'est d'abord un apport méthodologique, à savoir que pour refondre le logiciel de gestion qu'on amenait aux libraires, on a embauché un UX/UI qui par ailleurs venait de chez Bookin. Et cet UX/UI travaillant par enquête sur des maquettes web, enquête sur des protos, on a proposé au groupe de travail d'utiliser la même méthode pour tester les avancées sur l'affichage des métadonnées d'accessibilité. Et on a développé des tests qui ont été réitérés et qui sont encore réitérés à destiner des tests vers 4 cibles déterminées par le groupe, à savoir des 10 et malvoyants, des aveugles, des aidants et des handicapés moteurs. Alors, pour l'instant, les tests qui ont été faits avec des 10, avec des aveugles et avec des aidants se sont faits à distance, c'est-à-dire que Nicolas Ménard, dans notre équipe, suit le parcours complet de la recherche jusqu'à la lecture de la personne porteuse de handicap. Et puis pour les polyhandicapés, on travaille avec l'APF. Et là, ça n'est plus à distance, uniquement par écran, mais c'est en présentiel. Le retour d'expérience, il est essentiellement sur le vocabulaire qui a été choisi au sein du groupe de travail, et puis sur ce qui nous revient en premier de ce fait, c'est-à-dire l'ergonomie, la façon dont on présente ces métadonnées d'accessibilité. Sachant que tout à l'heure, Gauthier vous a dit que ça ne s'arrêterait pas au site des libraires, mais aussi aux appareils de lecture, etc. Et pour nous, il y a un site de libraire intermédiaire qui nous amène à tester aussi la partie handicap. C'est la WebView à l'intérieur d'une liseuse. Aujourd'hui, nous travaillons avec une société polonaise qui s'appelle Inkbook pour le lancement d'une liseuse ce mois de décembre. Et donc nous avons utilisé également les retours, notamment des 10, sur les polices à l'intérieur de cette liseuse, en demandant d'abord de la police dyslexique,
la police pour les dyslexiques, à savoir Open Dyslexique, et puis avec les retours de tests, en fait, finalement, non. Tout simplement aussi des polices stables et plus courantes, type Arial ou Verdana. Pour conclure, j'ai choisi un autre livre pour lequel il y avait aussi des métadonnées d'accessibilité dans Hypagine, un livre de François Agèze, le seul d'ailleurs qu'on trouve en EPUB récent. Et il est édité par Les Belles Lettres. À nouveau, c'est pour parler de cette chaîne du livre. À nouveau, c'est donc une distribution Eden avec deux marques et dont le titre est La double nature du livre. Il y a quatre métadonnées d'accessibilité pour ce livre. Elles sont toutes dans la partie dite navigation. La première, si on clique dessus, on verrait un texte qui explique ce que c'est que cette métadonnée navigation logique. Une des remontées des tests, très concrètement, c'est que d'un point de vue ergonomique, ça ne va pas, cette histoire de cliquer et de faire apparaître une petite pop-up qui va vous décrire un peu qu'est-ce que c'est que cette navigation logique. Une des remontées des tests, c'est que le prochain test va se faire avec un tableau et non plus des métadonnées cliquables. En l'occurrence, la navigation logique, si on clique dessus, on y lirait que la voie de synthèse lira les éléments dans un ordre logique déterminé par l'éditeur ou l'auteur. Le titre de ce livre, c'est La double nature du livre. Et je ne sais pas si c'est l'éditeur ou l'auteur qui ont au final choisi le titre de ce livre, qui est un recueil d'articles écrits par François Agèze, qui est paru. Et le titre du livre est un des articles de ce recueil, un article d'ailleurs paru plutôt à destination des bibliothécaires. Ce que je crois savoir, c'est que quand François Agèze parle de la double nature du livre, il parle de à la fois cet objet de culture et ce bien marchand. Et je ne dis pas ça du tout au hasard, et le livre n'est pas du tout choisi au hasard, parce que, en fait, c'est bien cette double nature qui nous met, je crois, tous en tension, tous, chacun, et toute la chaîne du livre, auteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, bibliothécaires, pour nommer que cela, et que ce travail-là, on le fait pour des libraires. Vous avez peut-être remarqué que là, on n'est plus sur hypagine.fr, on est sur le site de Gibert, c'est-à-dire que quand on travaille pour hypagine.fr ou sur hypagine.fr, on travaille en fait pour et sur le site de beaucoup de libraires indépendants. À l'origine de la partie libraire de cette chaîne du livre, il y a la mise en vente d'œuvres publiées par la partie éditeur de cette même chaîne du livre, avec une pleine conscience donc des libraires qui ne peuvent vendre que des livres qui ont été édités, et des éditeurs qui ont bien conscience de la dépendance dans laquelle nous sommes en tant que libraires, et cette conviction que Hypagine a toujours eue de vouloir mettre en vente, via des libraires, les livres numériques des éditeurs. On a commencé par des PDF qu'on avait adaptés ensuite en PDF web. Ensuite, on a essayé de vendre des points. On a rajouté des points Mobi, puis des EPUB, puis des EPUB 2, puis des MP3, puis des EPUB 3. Aujourd'hui, les éditeurs produisent des livres numériques nativement accessibles, et Hypagine
les met en vente via les libraires en fabriquant pour ces libraires des librairies numériques nativement accessibles. Merci. Quelle belle manière de conclure ces assises avec ce livre de François Gèze, un formidable recueil d'articles qu'il a écrit pendant les plus de 40 ans qu'ont duré sa carrière dans l'édition et surtout son engagement incroyablement puissant et précieux dans l'interprofession. Donc je voudrais dédier à François ces assises. Je pense qu'il aura été assez fier et assez content de cette journée. Je vous remercie beaucoup.